Le Conseil constitutionnel a validé lundi la réélection du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire, selon une déclaration de son président Mamadou Koné. Des représentants de tous bords en Libye ont entamé ce lundi des pourparlers sous l'égide de l'ONU en Tunisie et relancent l'espoir d'aboutir à un accord sur un gouvernement unifié et l'organisation d'élections. La Somalie est confrontée à une nouvelle invasion de criquets pèlerins, la dernière d'une série d'invasions en Afrique de l'Est cette année. Des agences des Nations Unies ont averti que la Somalie est l'un de ces États à risque. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi la réélection du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est lors de la déclaration lue par le président de l'institution, Mamadou Koné, au siège à Abidjan. Reportage. Selon les scores validés par le Conseil constitutionnel, le candidat indépendant Kouadio Kona Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. Les deux autres candidats avaient appelé au boycott, mais ont tout de même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié termine troisième avec 1,66% et l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan quatrième avec 0,99%. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. L'opposition a annoncé la création d'un Conseil national de transition à l'issue du scrutin dont elle ne reconnaît pas les résultats. Plusieurs leaders de l'opposition, dont son porte-parole Affi-N'Guessan, ont été arrêtés alors que d'autres, comme Henri Konan Bédié, sont bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars qu'il renonçait à une nouvelle candidature avant de changer d'avis en août à la suite du décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au moins 14 personnes sont mortes au cours de violences lors du scrutin ou dans son sillage. Avant l'élection, une trentaine de personnes étaient mortes dans des troubles et des violences intercommunautaires depuis le mois d'août et l'annonce de la candidature de Ouattara. La crainte d'une escalade de violence est forte dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Des représentants de tous bords en Libye ont entamé ce lundi des pourparlers sous l'égide de l'ONU en Tunisie. Ils relancent l'espoir d'aboutir à un accord sur un gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de conflit. Le forum de dialogue politique comprend 26 membres désignés par le Parlement pro-Haftar et le Haut Conseil d'État, l'équivalent d'un Sénat basé à Tripoli, les 49 autres participants ayant été invités par l'ONU de façon à représenter les différents pôles du pouvoir et de la société civile, régions, tribus, forces politiques. L'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, s'est dite optimiste, tandis que le président tunisien Kaïs Saïed a appelé à saisir ce rendez-vous avec l'histoire, suivi de près par plusieurs pays et acteurs internationaux. Les pourparlers au sein du Forum de dialogue politique réunissent à Garmart, en Tunisie voisine, 75 Libyens de tous les bords sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les deux principaux camps rivaux. L'objectif de ce round est de sortir la Libye du chaos dans lequel elle a sombré après la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué par des rebelles en 2011. Le pays est déchiré entre deux autorités rivales. Le gouvernement d'union nationale dans l'Ouest, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est soutenu par une partie du Parlement élu et son président. Le camp Haftar est notamment soutenu par la Russie et l'Égypte, alors que le GNA est appuyé par la Turquie. Les forces rivales ont cessé les combats en juin après l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par les pro-Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli.
Cette accalmie a permis aux camps rivaux, encouragés par l'ONU, de retourner à la table de négociation. Depuis septembre, des réunions thématiques se sont succédées au Maroc, en Égypte et en Suisse pour mettre en place une feuille de route sur la transition dans le pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. En octobre, les deux principaux camps ont conclu un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat, ouvrant la voie notamment à une reprise de la production pétrolière économiquement vitale. En Éthiopie, le chef de l'armée a été limogé par le Premier ministre Abiy Ahmed, un limogeage qui intervient 4 jours après le lancement d'une offensive militaire contre la région du Tigré dans le nord du pays. Le chef de l'armée éthiopienne Adem Mohamed a été remplacé par le général Berhanu Jula, promu au rang de chef de l'armée selon un communiqué du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed qui ne précise pas les raisons de ce limogeage. Ce changement brutal à la tête des forces armées éthiopiennes intervient alors que le gouvernement a lancé mercredi dernier une opération militaire contre la région du Tigré, accusée par Addis Abeba de velléité sécessionniste. Malgré un blackout total sur les opérations militaires, sur le terrain apparaissent les premiers signes de combat qui semblent assez nourris entre forces armées éthiopiennes et tigréennes. Le pape a appelé dimanche l'Éthiopie à rejeter la tentation d'une confrontation armée, exhortant le pays à la prière et au dialogue. Dans une déclaration télévisée, le président de la région du Tigré, Debretsion Gebremichael, a pour sa part appelé l'Union africaine à jouer son rôle pour empêcher l'Éthiopie d'être entraînée dans une spirale menant à la guerre civile. La tension entre Addis Abeba et le Tigré, dont les dirigeants s'estiment marginalisés par le nouveau pouvoir, s'était particulièrement accrue depuis l'organisation en septembre dernier d'élections régionales non reconnues par le pouvoir central. L'escalade militaire fait craindre un conflit susceptible de menacer la stabilité déjà fragile du deuxième pays le plus peuplé du continent avec plus de 100 millions d'habitants et au-delà de toute la corne de l'Afrique. Au Niger, 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Tous les grands noms de la politique nigérienne figurent parmi les 40 heures. Pour l'élection présidentielle de décembre prochain, 41 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Lors de la dernière élection, ils étaient 16. Tous les grands noms de la politique nigérienne figurent parmi les 41 dossiers de candidature déposés au ministère de l'Intérieur. Il s'agit entre autres de l'ancien président Maman Ousmane, Seni Oumarou, Bazoum Mohamed, le général Salou Djibo, Ama Amadou, Albade Abouba et du cheikh Boureima Daouda, l'imam de la grande mosquée de l'université de Niamey. Les candidatures étant déposées, la seconde phase est l'enquête de moralité pour tous les candidats. En effet, à l'article 134 du Code électoral, on peut lire « Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne jouit pas d'un bon état de santé physique et mentale, ainsi que d'une bonne moralité attestée par les services compétents ». Après toutes ces formalités, l'autorité administrative transmet les 41 dossiers à la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction du pays dispose alors de 2 semaines pour valider les candidatures, c'est-à-dire au plus tard le 1er décembre 2020. La particularité de ces élections est que près des 3/4 des candidats sont des jeunes, de nouveaux visages qui arrivent sur la scène politique. Selon un politologue, chaque candidat paiera une caution de 25 millions de francs CFA, leur participation aux frais électoraux. Au niveau de la CENI, environ 7 400 000 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique. La campagne électorale des élections législatives et présidentielles du premier tour s'ouvre le 5 décembre pour se clôturer le 25 décembre 2020. En Guinée, le principal adversaire du chef de l'État Alpha Condé à la récente présidentielle a appelé ce dimanche à une journée ville morte lundi à Conakry. L'objectif est de protester contre ce qu'il appelle un hold-up électoral après la proclamation de la victoire d'Alpha Condé. Après des mois d'une contestation qui aura coûté la vie à des dizaines de civils, Alpha Condé a été définitivement proclamé samedi président de la Guinée pour un 3e mandat consécutif.
Pour protester contre ce qu'il appelle un hold-up électoral, son challenger a appelé à une ville morte à Conakry ce lundi. Il s'agit de protester contre ce hold-up électoral et d'exiger le respect de la vérité des urnes, a dit Cellou Dalein Diallo dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le chef de file de l'opposition assure que c'est lui qui a gagné en se fondant sur des données remontées du terrain et non sur les chiffres officiels. Les États-Unis, la France et l'Union européenne ont pour leur part émis des doutes sur la réalité des résultats officiels. Pour rappel, la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat a provoqué des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis octobre 2019. Le chef de l'État guinéen a fait adopter en mars une nouvelle constitution pour, dit-il, moderniser les institutions. Comme la présidentielle, la constitution limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais pour le pouvoir, son adoption a remis les compteurs à 0. La Somalie Qatar est confrontée à une nouvelle invasion de criquets pèlerins, la dernière d'une série d'invasions en Afrique de l'Est cette année. Des agences des Nations Unies ont averti que la Somalie est l'un des 16 États à haut risque d'augmentation des niveaux de faim aigu. Reportage. Il s'agit d'une troisième vague de criquets du désert qui continue de menacer la sécurité alimentaire de la Somalie malgré l'épandage de pesticides. Des dizaines de milliers d'hectares de champs et de pâturages ont déjà été endommagés à travers la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est, estimait l'International Rescue Committee dans un rapport du 3 juin dernier. Arrivé au Yémen fin 2019, cet insecte d'à peine 2 grammes qui s'est reproduit exponentiellement grâce à des conditions climatiques favorables se regroupe en nuées pouvant atteindre des millions d'individus qui dévorent la végétation sur leur passage. En Éthiopie, entre janvier et avril dernier, les criquets ont détruit 1,3 million d'hectares de pâturage et près de 200 000 hectares de champs, entraînant la perte de 350 000 tonnes de céréales, note l'organisme régional est-africain IGAD dans un rapport publié le 4 juin dernier. La menace perdure alors qu'une troisième vague actuellement à l'état larvaire dans les sols de la région est attendue dans les prochaines semaines. Face au risque pour la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a approuvé en mai un programme d'aide de 500 millions de dollars, tandis que des opérations de contrôle, notamment des épandages de pesticides, ont lieu depuis fin février. L'Afrique de l'Est fait face depuis la fin de l'année 2019 à une série de fléaux aux accents bibliques, fortes pluies et inondations, criquets, puis pandémie. Les conditions climatiques devraient, selon les prévisions, diriger les insectes vers le nord de la région, voire jusqu'au Yémen, des zones qui seront plus propices à leur reproduction dans les mois à venir. C'est cette information que je vais faire dans ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.